En matière de jeux vidéo et a fortiori de RPG, vouloir établir des vérités générales sur ce qu'est ou non un bon design se révèle souvent assez casse-gueule. Ce qui est de l'ordre des qualités pour les uns est incontestablement de l'ordre des défauts pour les autres, vous le savez. Présence ou absence de marqueurs de quête, présence ou absence d'adaptation du niveau des ennemis, présence ou absence de monde ouvert, ces questions se révèlent parfois bien ambiguës. Et je pense qu'un des jeux qui cristallise le mieux cette ambivalence, c'est le 4e opus de la saga The Elder Scrolls. Dans le cadre de cette rétrospective consacrée à cette prestigieuse série, je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode traitant de Oblivion, cet opus tant adulé que décrié qui a marqué ma vie de joueur au fer rouge et a largement construit le joueur que je suis aujourd'hui. De plus, nous reviendrons, comme l'habitude le veut, sur tous les jeux annexes et les extensions qui ont précédé et succédé la sortie de ce pachyderme du CRPG. Enfourchez votre cheval tout fraîchement armuré et bienvenue dans XP. Parler de vieux RPG allemands, c'est cool. Mais quand je fais mes petites recherches, il arrive toujours ce moment fatidique. Man sagt, okay, wir möchten ein Computerspiel machen. Das wird das Geilste, was es je gegeben hat. Ja. Ouais, quand ça parle pas anglais ou espagnol, moi je suis complètement largué. Donc assez vite, j'ai dû me tourner vers des solutions d'apprentissage qui soient plus sympas et ludiques que les méthodes traditionnelles. Et il se trouve que Rosetta Stone, qui est le partenaire de cette vidéo, permet tout ça. Rosetta Stone, c'est une application pour apprendre les langues qui a pour spécificité de ne pas se baser sur de la traduction. Il propose une méthode immersive qui vous permet d'apprendre directement dans la langue choisie. De plus, Rosetta Stone utilise un outil de reconnaissance vocale très performant qui aide à corriger ses propres défauts de prononciation, histoire de toujours plus s'améliorer. Petit cas pratique de moi-même dans la langue de Franz Stradal. Eine Familie. Eine Familie. Eine Familie. Eine Familie. Quoi? Eine Familie. Ah, bon, il y a encore du boulot, mais heureusement, l'application permet de pratiquer partout, où que je sois, et s'adapte parfaitement à tous les emplois du temps, chaque leçon ne durant rarement plus de 10 minutes. Ah, et on peut autant l'utiliser sur son téléphone que sur son ordinateur. Avec ça, les secrets des développements de Gothic et de Sacred n'auront plus de secrets pour moi. Via le lien en description ou en commentaire épinglé, vous pouvez profiter de plus de 50% de réduction sur l'offre Lifetime 25 langues, ce qui vous donne accès à vie à toutes les langues proposées par l'appli. Ou, si vous préférez, il y a l'offre Lifetime une langue. À long terme, on ne peut que s'y retrouver, donc n'hésitez pas et merci à Rosetta Stone de soutenir l'émission. Michael Kirkbride voit enfin le bout du tunnel. Cet auteur et game designer est entré au studio de jeux vidéo Bethesda Softworks en 1996 en plein pendant la production éclair et brutale de Daggerfall. Cela fait 5 petites mais intenses semaines qu'il a eu la charge, aux côtés de son collègue et ami Kurt Coleman, recruté au studio le même jour, de rédiger à la demande du studio un document extrêmement important. Une bible pour préciser les contours de l'univers de la saga The Elder Scrolls, Tamriel. 5 semaines d'écriture acharnée à base de bourbon et de cigarettes pour se passionner de fantasy expérimentale à la Jane Wolfe dans le but de préparer la production du futur monumental projet de Bethesda, Morrowind. Et puis c'est l'occasion d'en faire un joli manuel inclus dans la boîte de Redguard, un jeu annexe du studio alors en pleine production. Kirkbride et Coleman en délaissent même ce projet secondaire tellement la tâche les absorbe et dessinent de nombreux croquis pour illustrer cet univers. Le but est de mettre à jour l'histoire, la cosmogonie et de manière générale le world building de Tamriel à travers de longues descriptions illustrées. Baptisé A Pocket Guide to the Empire, ce document d'une 50aine de pages extrêmement dense donne le là sur chaque région et culture habitant Tamriel, dont la province centrale porte le nom de Cyrodiil. Le chapitre consacré à cette région fourmille d'idées, de visuels, préfaçant une province riche en aventures et en lieux mémorables, dont le climax est atteint par la description de sa capitale, la cité impériale. Ce merveilleux chapitre se clôt sur ces mots. Au-dessus de ces peuples se trouve la noblesse marchande, les prêtres des temples et les dirigeants des cultes, et la vieille aristocratie des mages de guerre. L'empereur veille sur eux du haut des tours de la cité impériale, comme un dragon tournoyant en l'air. Tout est déjà là. Ou presque.
Si la licence The Elder Scrolls et le studio Bethesda ont terminé le deuxième millénaire dans la plus grande incertitude avec les échecs cuisants des jeux annexes Battlespire et Redguard, ce début de troisième millénaire est placé sous le signe du triomphe. En 2002, Bethesda vient d'accoucher d'un des tout meilleurs RPG de l'histoire, The Elder Scrolls 3 Morrowind, qui révolutionne le genre par sa liberté sans limite, son univers fascinant et fourni, et surtout son accessibilité, ouvrant la formule au monde des consoles de salon. Le pari de Todd Howard, le leader du projet, est ainsi réussi. Écoutez, grand bien lui fasse. Who's laughing now? Le succès international de Morrowind fait l'effet d'un coup de fouet pour Bethesda, qui se dote désormais d'une trésorerie pleine à craquer, ce qui a de quoi ravir ZeniMax Media, qui touche une grosse part du gâteau. Ces fonds permettent alors à ZeniMax de faire de gros investissements, notamment en profitant de l'implosion de l'éditeur Interplay, leur permettant de racheter la prestigieuse licence apocalyptique Fallout. Bon, on commence à réfléchir à un Fallout 3 dans les locaux marylandais, mais du côté de Bethesda Game Studios, donc l'équipe de développement, on a bien envie de continuer sur la lancée de Morrowind et de transformer l'essai en prenant un peu plus son temps cette fois-ci. ZeniMax autorise ainsi Bethesda à se lancer dans un long cycle de développement de 4 années pour concrétiser ce gros chantier. 2 raisons à cela. Déjà, il s'agit de faire un grand RPG massif, moderne et encore plus ambitieux que Morrowind et de profiter du lancement de la génération de consoles suivante qui, en 2003, sont à peine à l'état de recherche et développement chez Microsoft et Sony. La société mère ZeniMax Media signe l'accord pour The Elder Scrolls 4. Mais bon, 4 ans, c'est long, surtout que niveau RPG libre et en monde ouvert, la concurrence commence à s'organiser, que ce soit en Allemagne ou en Pologne. Prenez cette saucisse. Il va falloir donc entretenir la flamme des Elder Scrolls et pour cela, ZeniMax a une idée bien précise en tête. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans le merveilleux monde des jeux mobiles. Le jeu vidéo, c'est quand même une industrie qui demande pas mal de logistique en termes de distribution de consoles à fabriquer, de gros jeux à développer et en fait toute une économie à mettre en place. Et il se trouve qu'au début des années 2000, on voit arriver la démocratisation d'une petite merveille de miniaturisation. J'ai nommé le téléphone cellulaire. Ces petites machines sont évidemment très rudimentaires, mais ont pour avantage d'embarquer ce qu'on appelle une plateforme, le Java 2 Micro Edition, bon en gros un système qui permet de lire des applications codées en langage Java. Malgré la limitation technique, notamment en termes de mémoire que peut supporter un téléphone de l'époque, et surtout le nombre de modèles et de puissances variant d'un constructeur à l'autre, les jeux Java se multiplient et se vendent plutôt bien, surtout dans les pays ne bénéficiant pas d'un gros marché de consoles, un peu comme aujourd'hui quoi. C'est ainsi que la maison mère ZeniMax Media décide de créer un studio de développement baptisé Virtual Studios, composé de 5 bonhommes qu'on assigne pour développer des jeux en Java 2. Et bon, puisque Morrowind est un carton, ZeniMax décide de créer une sous-licence, The Elder Scrolls Travels, une série de petits jeux mobiles pour rendre la franchise accessible partout dans le monde. Le premier jeu de cette sous-licence se nomme ainsi The Elder Scrolls Travels Stormhold et n'est disponible que si vous possédez ces téléphones précis. Et en fait, je sais même pas si on pouvait le récupérer en France avec l'histoire de localisation. Bon bref. Le jeu nous propose de nous plonger dans la province du Marais Noir au sein de la forteresse de Fort Tempête dont on est prisonnier. À nous de rassembler de quoi survivre, progresser à travers les 8 niveaux, ou 36 selon votre téléphone cellulaire, et vaincre le maître du donjon. Stormhold sort ainsi le 1er août 2003. À vrai dire, je ne sais pas vraiment comment juger ce premier The Elder Scrolls Travels. Dites-vous que le jeu complet pèse 160 kilo-octets, pas méga, kilos. Putain, ma photo de profil pèse plus lourd qu'un jeu The Elder Scrolls, c'est n'importe quoi. Stormhold est un dungeon crawler en 2D dans sa forme la plus crue. On choisit une classe de personnages entre barbare, chevalier, mage de guerre, voleur et mage d'âme, pour les petits chanceux qui ont le Nokia 3650, bande de vénards. Puis on va crawler du donjon quoi, en faisant des allers-retours vers des PNJ pour revendre son loot et entraîner ses compétences. Même si le jeu est assez rudimentaire, dites-vous quand même qu'il embarque pas mal de fonctionnalités. Il y a un paquet de sorts disponibles avec des effets variés, pareil pour les armes, armures, cristaux à récupérer. Il y a un système de progression similaire au jeu canonique et mine de rien, avoir jusqu'à 36 niveaux de donjon, ça tient en haleine un petit moment. Ajoutez à ça que les ennemis sont persistants dans les lieux, je vous le jure, je fais ce que je peux pour sauver le jeu. Oui, on tourne assez vite en rond. Vous voyez à l'écran, cette tronche de donjon assez strictement la même dans tout le jeu, et le bestiaire est limité au bandit, au contremaître, au spectre et au boss final. Ouais, ça fait pas lourd. Et puis quand il faut scroller en temps réel tous les sorts à chaque nouvel ennemi, autant vous dire que spammer
mais l'attaque de base sera beaucoup plus efficace. Ah, et j'ai toujours pas compris l'intérêt d'utiliser les cristaux de soin, vu qu'en fait on peut camper autant qu'on veut et que le résultat en fait c'est le même et sans utiliser de consommables, d'autant plus quand on a que 24 emplacements d'inventaire. Bon, en étant de bonne foi, je m'imagine prendre le métro en 2003 avec mon vieux téléphone à 12 touches, avoir un petit Stormhold installé, ça doit être sympa. Entre ça et un vieux Snake pixelisé, y a pas photo. Et mine de rien, je suis assez impressionné par la prouesse technique de faire rentrer tout un RPG dans un téléphone aussi rustique. Et 160 kilooctets, hein. Alors je sais pas s'il y a aujourd'hui un grand intérêt à jouer à Stormhold, surtout si c'est pour le faire religieusement sur son PC avec un émulateur. C'est assez typiquement le genre de jeu vraiment de son époque, répondant à une demande. Et puis qu'on se le dise, pas mécontent de plus avoir à y rejouer, ni à remettre mes pieds dans le trou du prêtre, c'est dégueulasse. Virtual Studios a, grâce à Stormhold, un petit jeu fonctionnel et la maison mère lance son studio sur une déclinaison du jeu pour sortir un second opus de la série The Elder Scrolls Travels. L'équipe de Virtual grossit alors et passe de 5 à 6 employés. Rigolez pas, plus de 20% de masse salariale, c'est pas tous les jours. On reprend exactement le même principe et on l'adapte à la région de Bord-de-Ciel dans la ville de Aubétoile, donc Downstar, où nous devons aider le Jarl de la Bourgade. The Elder Scrolls Travels Downstar est ainsi publié le 26 août 2004, à peu près un an après Stormhold. C'est pareil que Stormhold. En bleu. Non, pardon, la différence, c'est qu'il y a une quête un peu plus poussée que trucider les habitants des 6 à 36 niveaux de Fort Tempête. Là, vous devez offrir des cadeaux aux 4 champions d'Aubétoile pour deviner lequel est un traître, puis tuer ce truc-là. Oui, c'est pas très inspiré. Voilà. Sinon, c'est pareil. Allez, hop, ça dégage. Stormhold et Downstar sont ainsi deux petits jeux très limités par la puissance des portables à leur sortie, et Virtual, en plus de leur équipe minuscule, ont fait ce qu'ils avaient pu, avec le hardware qu'ils avaient. Cependant, l'évolution technologique des frénétiques années 2000 s'apprêtait à révolutionner l'industrie de la téléphonie mobile, et passer d'archaïques machines à 12 boutons à une nouvelle ère de la communication et de la miniaturisation. Imaginez un téléphone portable muni d'une prise casque permettant de lire des fichiers MP3, d'écouter la radio et d'installer toutes sortes d'applications pratiques. Mieux, une machine qui permettrait à ses utilisateurs de naviguer sur le web, de l'utiliser comme GPS même, d'y installer des jeux vidéo et même en 3D. La N-Gage. Eh ben j'y peux rien, Alors, la société finlandaise Nokia vient de sortir en 2003 cette petite machine beaucoup trop en avance sur son temps, on peut le dire, en ciblant le public des gamers qui ont chopé dès l'année suivante une PSP ou une Nintendo DS. Aïe. Alors, mine de rien, on pouvait y jouer à Age of Empires 3, et Tomb Raider, et même un jeu Warhammer. On va pas tirer sur l'ambulance. Non, sans déconner, la bécane en avait sous le capot. Malgré ses performances pas si dingues et son ergonomie... il faut retirer la batterie pour insérer le jeu, mais qui a designé ça quoi? C'est donc en toute logique que ZeniMax signe pour un jeu N-Gage et missionne donc Virtual Studios de produire un RPG en 3D à la première personne, histoire d'adapter les sensations de Morrowind sur la petite console de Nokia. Le jeu est ainsi baptisé The Elder Scrolls Travels Shadowkey et l'équipe décide de situer l'action non pas dans une, non pas dans deux, mais bel et bien dans 3 provinces de Tamriel, en plongeant le joueur au carrefour des régions de l'Enclume, Haute-Roche et Bord-de-Ciel en l'an 397 de l'ère 3e en plein, pendant le règne de l'usurpateur Jagartarn, un peu avant Arena. On doit dans un premier temps aller sauver les habitants de notre village, nous amenant à lutter contre la tentaculaire monstre Umbraket qui nous oblige à aller shipper des crocs d'étoiles et des Shadowkey, du coup. Le jeu est développé par une petite équipe de 15 développeurs, de gros fans de Daggerfall d'ailleurs, qui travaillent 9 mois sur le titre, bénéficiant d'un coup de pouce technique de leurs collègues de chez TKO Software. D'ailleurs, dites-vous que leur patron à eux, c'est l'un des producteurs de Helldivers 2. Respectez-le un peu. Dites-vous que le moteur de jeu utilisé est tout neuf et qu'avec un calendrier aussi compressé, l'équipe travaille dur pour sortir un jeu full 3D assez ambitieux. The Elder Scrolls Travels Shadowkey est ainsi publié le 9 novembre 2004. Alors, le jeu n'a jamais été réédité, donc je m'en vais de ce pas me procurer une N-Gage flambant neuve et oh, miracle, on est parti. Alors changer le monde de quoi? Bon The Elder Scrolls Travels Shadowkey, c'est ce qu'on peut appeler une espèce de Daggerfall de poche qui tiendrait sur une vingtaine de mégaoctets. Déjà, regardez la création de personnages, 8 races et 9 classes, c'est quasi aussi complet qu'un RPG sur ordinateur. Et quand on parcourt ses niveaux et son histoire, on retrouve ce parfum de CRPG old school avec une histoire certes plus linéaire, bénéficiant quand même de
quelques quêtes secondaires. On est amené à collecter tout un tas de fragments à travers des tas et des tas d'environnements pas avares en biomes variés, ça m'a pas mal impressionné. Puis bon, on revient dans la crypte des cœurs de Arena, c'est toujours cool, et ça aurait été beaucoup plus simple pour le studio de faire un jeu en semi 3D à la Doom ou Daggerfall, mais là non, on profite vraiment d'un jeu en full 3D avec la possibilité de sauter au-dessus des toits et des grosses roches. En fait, on a la liberté promise par la licence. Ajoutez à ça des versions surcompressées de la bande originale de Morrowind, etc., ça fait toujours du bien aux oreilles. On est vraiment sur une espèce de hack and slash à la première personne où notre but va être de dézinguer tout ce qui se trouve sur notre chemin et ramasser des tonnes et des tonnes de loot pour upgrade notre personnage. Mais la taille vraiment surprenante des donjons et surtout l'accent mis sur les extérieurs, marque de fabrique du design de The Elder Scrolls depuis Arena, elle est super impressionnante. Par contre, paye ta distance d'affichage, comment je me repère là? Et oui, je vous rassure, c'était déjà assez dégueulasse pour l'époque. Regardez ce qui se faisait au lancement de la PSP pas beaucoup plus tard. Et les modèles de personnages... Bon, au moins le gameplay est relativement bien maniable au vu de l'interface de la N-Gage. J'ai franchement pas eu trop de mal à combattre, à me déplacer et à gérer mon inventaire. Franchement, je m'attendais à pire, surtout au vu de la purge qu'était Stormhold. Et surtout, et par-dessus tout, Shadowkey supporte un mode multijoueur, comme sur Battlespire et via liaison Bluetooth. Alors j'aurais bien aimé l'essayer, mais je crois qu'il manque quelques fonctionnalités sur ma N-Gage. Vu comment le monde, il est persistant, les ennemis gardant leur position même une fois sortis de la zone, la prouesse technique est vraiment dingue. Et surtout, c'est une merveille technique au vu du hardware auquel les développeurs devaient se plier. Franchement, je pense qu'envisager un remaster serait pas déconnant, le jeu mériterait réellement un petit coup de polish. Et corriger ces putains de bugs, non mais sérieux, mon jeu a planté? Pas facile de trouver quelques chiffres que ce soit sur les jeux mobiles et N-Gage, mais au vu de la catastrophe industrielle de la machine face à la concurrence... Bon, au moins ça a permis à la licence Bethesda d'avoir un peu d'actualité, pendant que ça bossait sur l'opus suivant. Parce que chez Bethesda Game Studios, ça cravache dur sur The Elder Scrolls 4. L'équipe design propose d'abord un concept bien déroutant pour le jeu, situer l'action sur une colonie impériale sur la Lune. Précisément sur Segunda, la deuxième lune au-dessus de Tamriel, dans l'idée de faire une aventure de space fantasy. Cette idée est mise de côté et on reprend plutôt les jalons posés dans les années 90, notamment par Julian Lee Fay, la tronche derrière Arena et Daggerfall, qui désirait pour ce quatrième opus explorer les plans parallèles d'Edric de l'Oblivion, comme en fait il avait déjà fait dans Battlespire. D'ailleurs, si vous faites pause au bon moment dans l'intro de Redguard, dès 98, vous voyez déjà Morrowind et du coup Oblivion, qui sont suivis du cinquième opus, Romanelli. Attends quoi? Le cadre d'aventure paraît intéressant et l'équipe choisit de situer l'action dans la province centrale de Tamriel, Cyrodiil, berceau de l'Empire Septime et traversant une grave crise impliquant des incursions de l'Oblivion. Ken Rolston rempile au poste de lead designer, toujours sous la houlette de Todd Howard comme producteur, mais plusieurs têtes derrière Morrowind quittent le studio, notamment Michael Kirkbride, un des génies ayant donné toute l'identité visuelle et littéraire de l'opus précédent. La carte blanche donnée au studio permet à l'équipe de pas mal grossir en effectif et on décide vite de réduire le nombre de personnages et de quêtes pour mieux soigner leur écriture et leur réalisation. L'idée, c'est d'ouvrir la proposition The Elder Scrolls à un public encore plus large, par le biais d'un gameplay toujours plus orienté action, mais aussi via l'univers. Les descriptions de jungle luxuriante de la province de Cyrodiil sont bazardées pour adopter une esthétique plus classique, d'heroic fantasy, pleine châteaux et autres gondoreries, et un Oblivion assez mordorisant. Comme je l'ai dit plus tôt, l'équipe compte profiter du lancement des consoles de la génération suivante, donc on retravaille le moteur de Morrowind, le NetTimers, pour l'améliorer sensiblement et accoucher du Gamebryo. C'est un moteur pas mal en avance sur son temps, qui condense toutes les grandes avancées techniques des années 2000. L'incroyable moteur physique Havok de Half-Life 2, le tout nouveau Speed Tree générant la végétation de manière réaliste et le Face Gen pour profiter d'une grande variété d'expressions faciales. De la même manière, l'équipe veut revenir aux forces de Daggerfall, le second opus de la saga, et sa promesse d'un monde partiellement en génération procédurale, en particulier les donjons et les plans de l'Oblivion, et surtout créer une immense simulation de vie dans un monde de fantasy. Et la clé de cette simulation, c'est la conception du Radiant AI, une intelligence artificielle poussée qui simule un quotidien pour chaque PNJ, régit dynamiquement leurs actions et, en bref, crée un univers organique et indépendant des actions du joueur. Vous imaginez assez bien, tout ça, c'est une vraie usine à gaz à gérer, surtout que l'équipe n'est pas si énorme et que les postes ne sont pas si séparés. Par exemple, jusqu'ici on différenciait pas les quest designers
ceux qui s'occupent de l'écriture et des quêtes, et les level designers, ceux qui s'occupent de concevoir les niveaux. Ici, toute la complexité du jeu se révèle écrasante pour les développeurs qui s'écharpent d'ailleurs sur des décisions de game design, notamment l'inclusion ou non du voyage rapide. Là où le design général de Morrowind était fait dans le compromis, voire dans la conflictualité, de ce qu'on peut lire à droite à gauche, les designers d'Oblivion ont chacun bénéficié de beaucoup plus d'indépendance, tant que leurs idées restent dans le cadre d'une expérience accessible. And also, we were so lucky by the time we're working on Oblivion, is we knew we had done something that nobody else could do, and therefore we felt very good about it. But none of us were really particularly sure we knew how we had done it, or what kind of basic principles made it art, and we felt like they were always evolving. So that process of conflict was part of the fun of it. Un des énormes axes du jeu a été de passer d'un système de dialogue blindé de texte à un doublage intégral de toutes les actions au sein du jeu, comme BioWare le faisait au même moment avec KOTOR et Jade Empire. Le problème, c'est que The Elder Scrolls, c'est pas KOTOR, et la masse de travail est titanesque. Il y a plus de 70 000 lignes de dialogue à enregistrer, et ces dernières prennent une place monstrueuse dans la mémoire du jeu, presque la moitié de son poids total. Si quelques caméos viennent enregistrer au studio, notamment Patrick Stewart et Sean Bean, l'intégralité des autres voix sont enregistrées par pas plus qu'une dizaine de comédiens, pour gagner un maximum d'espace de disque, et de ce fait, au risque de créer des répétitions. Bonjour. Au revoir. Vous ne vous en tirez pas comme ça. L'objectif technique des développeurs, c'est de faire en sorte que ce jeu extrêmement ambitieux puisse tourner sans problème sur la Xbox 360 dès sa sortie. Le souci, c'est que lorsque Microsoft révèle les capacités de la console, alors que Oblivion était déjà bien avancé sur son développement, c'est là douche froide. There was a moment we were making the game with Xbox where that console didn't have as much memory as we wanted. And when they finally called us and told us that they were doubling the memory on the console they were shipping, we threw a party here. And I have never seen programmers look so happy in my entire life. De manière générale, la question de la mémoire et du stockage, ça a été la némésis de tout le monde pendant tout le développement, ce qui a poussé à couper beaucoup de contenu du jeu, à l'image des arènes de combat qui devaient à l'origine être dans chaque ville, avant d'être fusionnées dans la cité impériale. Tout ce travail de rafistolage prend bien plus de temps que prévu, et le studio ne parvient pas à rendre une version jouable pour la fin d'année 2005. Tout ça a entraîné un gros malentendu entre les détaillants pensant vendre des bundles de la 360 avec Oblivion, et 2K Games, qui coédite le jeu et qui était alors dans une grosse crise de management en interne. Après un long travail d'optimisation, c'est donc le 21 mars 2006 que The Elder Scrolls 4 Oblivion est publié. Oblivion situe son action en l'an 433 de l'ère 3ème dans la province impériale de Cyrodiil, avec cette intro des plus tolkienesques. L'Empire traverse une période de crise, car figurez-vous que tous les héritiers de l'empereur Uriel Septime VII viennent d'être mystérieusement assassinés. On exfiltre donc l'empereur de la cité impériale et, coïncidence, la sortie secrète se trouve être dans la cellule dans laquelle notre personnage croupit. Ouh, qu'il est vilain. Bon, merci d'avoir dégagé les têtes prémodélisées, on va pouvoir corriger tout ça. Bon, pour cette fois-ci, j'ai décidé d'opter pour une rouge garde du nom de Dina, et c'est sympa, ça aussi je peux le prendre. On profite donc du passage ouvert pour s'infiltrer dans les souterrains de la cité impériale et retomber sur l'empereur et ses gardes qui nous font notre charte astrale. Donc guerrier ascendant Atronac avec ma lune en mage. Puis on subit l'assaut de leurs ravisseurs, les cultistes de l'aube mythique, une secte vénérant le dédra de la destruction Mérune Dagon. L'empereur nous confie son allumette avant de se faire zigouiller sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. On est donc missionné de retrouver l'héritier caché de l'empereur et de repousser l'aube mythique par tous les moyens. Mais avant tout, sortons de ces souterrains accomplir cette mission des plus urgentes et... Oh, c'est joli. Un crâne des vases. Bon, la mission peut attendre, non? Surtout que j'ai trop hâte de voir l'agitation de la fourmillante cité impériale. Ah oui, le centre-ville de Gaillac à 21h. On entre ainsi au service de l'Ordre des Lames et on va secourir l'héritier caché de l'empereur piégé dans la ville de Gvatch, envahi par une armée de créatures démoniaques, vomies par un portail magique donnant sur un plan infernal, l'Oblivion. C'est parti pour une séquence à la Mario 64 pour atteindre le cœur de la tour et refermer ce portail des enfers. Mais des portails comme celui-ci se mettent à pousser comme de petits champignons dans les plaines colorées de Cyrodiil. Notre enquête sur l'aube mythique commence donc et nous apprenons que le terrible Mankar Camoran
Camoran est derrière toute cette machination. C'est donc parti pour la foire aux fragments, ça m'avait pas manqué, pour récupérer l'armure de Martin ainsi qu'un tas d'ingrédients permettant d'ouvrir un portail vers le repère de Camoran. Et vu que la cité septentrionale de Bruma s'apprête à subir une énorme incursion de l'Oblivion, c'est parti pour convaincre le comte de chaque ville d'envoyer ses armées en fermant non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bel et bien 6 portes de l'Oblivion. Ainsi convergent à Bruma les puissantes troupes de Anvil, de Skingrad, de Bravil, de Leyawiin, de Korol et de Shedinal pour la plus grande bataille de Cyrodiil. Alors, bougez pas les gars, je reviens. Reprenons. Bon, on a tous les ingrédients pour ouvrir le portail vers l'antre de Camoran et on lui colle la fessée qu'il mérite. L'aube mythique est vaincue, Martin est consacré seul et unique empereur et un nouveau règne commence sur Tamriel. Ah, pardon, non, il y a Mérine Dagon qui est invoqué, il bousille la cité impériale et Martin se transforme en dragon de feu, il trucide le méchant des draps et le chancelier nous remercie pour nos loyaux services. De rien, hein, et c'est parti pour retourner Cyrodiil dans tous les sens. J'ai pour Oblivion un attachement sentimental assez fort, comme vous avez pu le voir en filigrane de cette vidéo et de mes précédentes. C'est un monde monumental et grisant que j'ai parcouru à de nombreuses reprises à différentes étapes de ma vie, sur tout type de support, le PC sous-performant qu'il faisait tourner à 15 fps, la PlayStation 3 en modissant les contrôles et l'interface, puis de nombreuses fois sur un système un peu plus décent. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est d'à quel point l'exploration de Cyrodiil et la beauté des aventures que j'y ai vécues demeurent intactes. Oui, c'est bien que je me méfie de relancer le jeu car c'est souvent une trentaine d'heures que j'y consacre quasi automatiquement. Alors j'ai conscience que Oblivion est un titre qui a divisé et qu'il divise encore, et j'ai aussi conscience que nostalgie et sens critique ne font pas bon ménage. Mais je compte bien m'y essayer. Tout d'abord, je vais éviter de me répéter par rapport aux qualités inhérentes de Morrowind qui se retrouvent ici. Le savoir-faire de Bethesda étant ce qu'il est. On a abondamment parlé de world design, la conception de ce monde ouvert sans barrière, laissant le joueur errer où il souhaite, je vous le donne en mille, la freeform expérience. Bon, je vais peut-être pas me faire des copains, mais pour moi, Oblivion a d'assez loin la map la mieux conçue de la licence. Toute comparaison mise de côté, l'architecture de ce gigantesque bac à sable est de l'ordre de l'orfèvrerie. Et cela tient à ceci. Non, pas la cité impériale seulement. Si, vous voyez, c'est la topographie de Cyrodiil qui est en réalité une grande vallée dont les reliefs commencent aux frontières et descendent progressivement jusqu'au centre névralgique de la province, la cité impériale. Cette architecture en cuvette et sa verticalité inversée par rapport à Morrowind n'a que des avantages. Déjà, la tour d'ivoire est littéralement une boussole pour tous les joueurs, car quel que soit le panorama face aux joueurs, vous allez vite situer où se trouve cette immense ville, où se trouvent les grandes parties des centres d'intérêt de Cyrodiil, guildes, marchands et quêtes secondaires. Aussi, si les ascensions sont autant une plaie que dans Morrowind, allez, dévaler les pentes est extrêmement facile et la gravité vous attirera naturellement jusqu'à la capitale de Tamriel. En fait, la carte est presque un peu trop bien conçue et ça pose pas mal de soucis en termes de world building, de cohérence, avec ces forts abandonnés sans raison, cette absence d'agriculture et ces villes bien réparties. Oui, on est assez loin de l'organicité de Morrowind, on gagne en game design ce qu'on perd en crédibilité géographique. Et cette idée de world design incroyable, elle avait déjà fait ses preuves 5 ans plus tôt outre-Rhin, car c'est la base même de la map de Gothic 1, possédant la même qualité et une liberté similaire. Les différents biomes sont absolument dépaysants aussi, province centrale oblige, c'est le best-of de tout ce que Tamriel a à offrir. À mesure que vous vous approchez de bord de ciel, place à la neige, de Morrowind la poussière, du Marais Noir les marécages, et d'Elsweyr la jungle. Allez, faut le dire, comme ça c'est fait. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, et si vous êtes toujours pas convaincu, vous reprendrez pas un peu de la fin du tuto là ? Quelle dinguerie ce jeu. Ce moment est crucial dans la plupart des jeux Bethesda. C'est le moment où le joueur prend conscience de sa liberté et doit prendre son envol et, à mon sens, Oblivion est le jeu qui y parvient le mieux et d'assez loin. Face à vous, un lac calme en plein jour, une ruine Ayleid mystérieuse. Et quand on s'avance et qu'on se retourne, la cité impériale. Bon, ça me fout des frissons à chaque fois. La ruine Ayleid face à vous n'a absolument rien à voir avec la quête principale qui nous demande de voyager vers la charmante ville de Korol. Mais l'insinuation, elle est là. Cyrodiil a bien plus, beaucoup plus à vous offrir que sa quête principale aux accents de trilogie de fantasy avec un bijou à sécuriser. Oui, on va y revenir.
car la magie de l'architecture des quêtes vient sublimer tout ça, en proposant ni plus ni moins que les aventures parmi les mieux écrites de toute la saga The Elder Scrolls. Le ton change assez drastiquement avec ce côté plus léger, plus camp si on veut, notamment dans les quêtes spontanées, et ce sans jamais trahir l'esprit du monde de Tamriel. Apprêtez-vous à aller chercher des peintres tombés dans des tableaux, secourir des rats de compagnie dans une cave, entretenir le fou de la ville dans sa paranoïa, ou encore enquêter sur un village des plus Lovecraftiens. Et ça, c'est sans parler des guildes, ces factions pour lesquelles vous allez accomplir des séries de quêtes en gravissant les échelons. Entre la guilde des guerriers et ses histoires de concurrence avec son twist qui vous fera regretter tous vos choix, la fabuleuse confrérie noire, particulièrement immorale, toute meilleure série de quêtes de la licence, et je pèse mes mots, ou encore la guilde des voleurs et son final absolument épique et explosif. La guilde des mages est un peu en dessous, et pas mal d'autres quêtes ne sont pas aussi mémorables. Vous allez manger pas mal de quêtes aller-retour et d'objets à collecter. 20 liens de route? Encore? Et j'ai pas fini, parce que c'est bien beau les quêtes spontanées et les guildes, mais vous avez vu les quêtes de Daedra? Qu'y a-t-il de plus joli à voir que des amis se faisant la guerre? De très loin, c'est pour moi la plus incroyable réussite d'écriture de Oblivion. Les Daedra, comme je vous expliquais auparavant, ce sont des quasi-divinités à invoquer au pied de leur statue contre une offrande. Elles vous demandent un service et en échange vous offrent un objet unique, puissant, souvent évoluant avec vos statistiques. Et ces services, c'est absolument génial. Déjà voilà ma tier list pour les connaisseurs. Puis je sais pas ce qu'il vous faut. Le jeu se met à explorer des dizaines et des dizaines de tons différents. L'horreur avec Vermina, ce donjon non euclidien plus jeune ça m'avait juste traumatisé. L'absurde avec les pluies de chiens de Sheogorath. L'action pure avec Boetia. La traque avec Hirsine. Les dilemmes moraux avec Clavicus Vile. Ou encore juste la méchanceté gratuite avec Molag Bal. En fait, la qualité d'écriture phénoménale de toutes les quêtes secondaires, en plus d'un doublage intégral de toutes les voix par juste une dizaine de comédiens géniaux, réduisant certes la quantité de texte mais ajoutant beaucoup à l'immersion, et la quête principale à côté... Parler neuf, c'est l'amulette des rois. Oui, elle fait un peu pitié. En fait, vous l'avez vu, Oblivion traite largement de la folie, de l'absurde. Les personnages sont tous plus ou moins en train de perdre les pédales ou sur le point de vriller mentalement. C'est la fin d'une ère et cela semble affecter la psyché de pas mal de monde. C'est ce qui donne le là de la plupart des quêtes et en particulier les plus réussies. Alors quand à côté vous devez aller récupérer le fils caché de l'empereur, fermer des portes d'Oblivion jusqu'à l'écœurement pour convaincre des comtes d'envoyer 4 bonhommes à la bataille finale et d'enchaîner les donjons les plus insipides pour un final, certes épique, mais vu et revu dans l'histoire de fantasy, avec en plus une quantité de PNJ digne d'un GN en Poitou-Charentes, ça a pas grand chose de très engageant. Et la quête principale est ce qu'il y a de moins mémorable dans le jeu. Et puis oui, par rapport à Morrowind, le lore manque cruellement. Si les livres sont encore bien présents, Oblivion multiplie les quêtes qui se suffisent un peu à elles-mêmes, sans forcément de lien avec les spécificités uniques de Tamriel, et peu de choses poussent à s'intéresser à son monde. Tout cela n'est pas aidé par la direction artistique générale du jeu. Alors, qu'on soit clair, moi je l'adore. Personnellement, je préférerais toujours plus un monde de fantasy féerique, chatoyant, plein de couleurs et qui pétille dans la rétine, à tout, genre les univers de dark fantasy désaturés, froids et souvent insipides, question de goût. Ajoutez à ça les partitions époustouflantes de Jeremy Saul qui me font voyager en quelques notes. Mais pour le coup, avec le combo musique et nostalgie, ça me rend incapable tout esprit critique. Mais force est de constater que quand on sort du foisonnement artistique des paysages et des bourgades de Morrowind, avec son système politique et économique cohérent, les friches abandonnées de Cyrodiil et ses architectures médiévales, bien que référencées, ça fait plaisir aux passionnés d'histoire médiévale que je suis, mais c'est sacrément moins créatif et surtout moins organique. Surtout quand... Bonjour. Oh putain. Alors je vous rassure, c'était déjà un peu cracra en 2006. Si les créatures s'en sortent très bien, notamment les potichiens, là, ils sont tout beaux, les visages, c'est... Bonjour. La foire aux horreurs. Surtout avec ce zoom de l'angoisse, là. C'est tout gonflé, les expressions sont hasardeuses, et je fais des cauchemars de la tête des Khajiits. Mon dieu, mais qu'est-ce qui vous en fait? Et je vous parle même pas des effets de lumière qui crament complètement les textures, ou pire encore, l'obscurité. Je suis en train de faire quoi, là? Si tout ça va beaucoup mieux, une fois une poignée de modes essentiels à installer, on est sur un jeu Bethesda, c'est franchement regrettable. Et puis la ribambelle de bugs, parfois de plantage du jeu, de quêtes impossibles à finir, de coinçage dans les textures, et oui, c'est le revers de la médaille. Quelle médaille? C'est là où ça se corse. Si je classe Oblivion parmi les tout meilleurs RPG auxquels j'ai joué, c'est en grande partie pour un aspect déjà bien présent dans Morrowind, connu sous le doux nom
de gameplay émergent. Le gameplay émergent, c'est une fantastique alchimie qui consiste à laisser une telle liberté d'action aux joueurs, accompagnée d'un moteur physique flexible et saupoudré d'une IA de PNJ intelligemment conçue que, par conséquent, l'inattendu se produit. Le gameplay se voit alors mécaniquement tordu par le joueur ou par sa propre écologie, créant des situations farfelues et permettant de pleinement ou avec ingéniosité d'en tirer parti. Moi j'appelle ça le filoutage, c'est ce que j'aime le plus dans un jeu. Devoir me taper un donjon labyrinthique et me rendre compte que je peux sauter au-dessus des ennemis pour récupérer l'artefact puis me barrer en courant avec 50 ennemis au cul, pendant des kilomètres, ils lâchent rien. Je sais pas, en fait pour moi c'est des moments qui me font aimer le jeu vidéo. Et Oblivion, entre la routine riche des PNJ, leurs interactions étranges, le monde ouvert sans frontières, le moteur physique permettant de tout déplacer, saupoudré de son ton assez extravagant, c'est le pinacle des situations involontairement à crever de rire qui émergent du jeu. We'll show them. Vous imaginez qu'en ajoutant à ça les gargantuesques possibilités offertes par l'alchimie, la création de sorts, ou encore les enchantements et le vampirisme, le jeu multiplie les possibilités de le casser et d'exploiter ses failles. Mais pour le coup, par rapport à Morrowind, l'évolution de la formule dans le genre du action RPG a considérablement appauvri toutes ses mécaniques, en lieu et place d'un système de jeu plus nerveux et intuitif. Déjà fini les tests de touches aléatoires sur les attaques. Vos coups atteignent systématiquement les adversaires qui ont vu leur barre de vie bien gonflée, parfois à l'excès, putain il va crever un jour lui. On peut enfin gérer ses parades manuellement, et côté exploration, place à cette merveilleuse boussole, je le maintiens. Et c'est le retour du cheval pour voyager plus vite. Aussi fini les tests automatiques de crochetage ou de persuasion, place ici à l'épicentre du fun, les mini-jeux. Pour crocheter, vous avez ce passionnant jeu de réflexe, et pour cajoler, vous allez devoir analyser des sublimes expressions faciales de votre victime pour la flatter efficacement, avec cette roue là qui fait tourner des jauges, qui augmente ou diminue votre amitié. Bon, pas grand monde a compris le but de ces mini-jeux, très pauvres, répétitifs et peu inspirés. Quand j'en viens à regretter le mini-jeu de piratage de Mass Effect, c'est que y a un petit souci. D'ailleurs, pour toujours plus rendre la formule RPG accessible, Oblivion introduit l'immortalité des PNJ est le plus important. Pour le coup, même si j'aime bien qu'un RPG est un monde tangible et que ce genre de choix, ça casse un peu, c'est pas vraiment ce qui m'embête le plus, surtout que l'IA a tendance à pas mal se foutre dans le pétrin tout seul. Heureusement que dans ma run, Martin Septime est pas mort en fonçant dans une tanière de troll. Et question gameplay et tangibilité, il faut parler de l'éléphant dans la pièce, le système de progression. Oblivion nous fait retrouver notre bon vieux performance-based leveling avec des attributs moins nombreux mais un système de progression sensiblement similaire, simplifié mais en gardant le même esprit. Par contre, Oblivion nous présente le petit nouveau qui risque de pourrir votre exploration du jeu, le level scaling. Légèrement présent dans Morrowind, déjà pleinement exploité dans l'extension Blood Moon, le level scaling est un simple système qui adapte les ennemis et le loot du monde au niveau du personnage. Ainsi, lorsque vous commencez le jeu, vous affronterez des rats et des gobelins, et au fur et à mesure de votre aventure, place aux trolls, minotaures et autres araignées des draps. Pareil, vous troquerez bien vite votre armure de fer pour des pièces en verre, en mithril ou en argent. L'avantage, plus vous passez de temps sur le jeu, plus vous découvrez de nouveaux ennemis, et votre équipement grandira progressivement en puissance. Le défaut ? Tout. Oui, compliqué de créer le moindre sentiment de progression au joueur si à chaque fois qu'il est plus puissant, on démultiplie la force des ennemis. Et en réalité, au lieu de récompenser les joueurs qui progressent, on choisit plutôt de punir ceux qui ont un build peu optimisé, ou de l'équipement en retard. Car oui, ajoutez à tout ça que ce scaling des ennemis est complètement cassé. En gros, c'est équilibré au début, ça devient presque injouable au milieu, les plans d'Oblivion c'est juste du tabassage en règle, et à la fin, le jeu n'a plus d'ennemis à scaler, et ça devient juste hyper facile. Dites-vous aussi que ça s'applique aussi à la quête de l'arène de combat, sauf pour son boss, qu'on bute donc en quelques coups à haut niveau. Agronak Gromalog est le meilleur combattant que l'arène ait jamais connu. C'est complètement con. Et même côté tangibilité, quand vous arrivez dans les hauts niveaux, même les bandits ont des armures de Dremora et des armes enchantées à plusieurs milliers de pièces d'or. C'est absurde. Et en fait, ça donne l'impression que le monde tourne uniquement autour du joueur.
C'est le défaut le plus terrible de Oblivion et largement ce qui a mis le feu aux poudres, divisant les fans à sa sortie. Même le système de combat, recentré sur le feeling et l'action pure, c'est louable, mais en résulte un RPG proposant une variété de tactiques de combat bien pauvres. C'est soit parer, taper, taper, reculer, bourrer ou reculer en bombardant des flèches et ou de la magie. Franchement, c'est ni fait ni à faire et même niveau sensation, les sacs à PV qui servent d'ennemis sont juste laborieux à dézinguer. Et des combats, vous allez en faire des tas et des tas. Oblivion cherchant largement à revenir à la force principale de Arena et de Daggerfall, l'exploration de donjons générée de manière procédurale. C'est en partie le cas des grottes et des ruines, mais surtout des portes d'Oblivion à aller fermer, gavées d'ennemis et composées de blocs de niveaux assez répétitifs. On voit les mêmes pièces se répéter d'un endroit à l'autre. Bon, c'est juste pas très amusant. On appréciera quand même un level design mine de rien plus moderne avec des raccourcis à débloquer pour pas avoir à se retaper le donjon à l'envers. Place aussi au très clivant marqueur de quête. Vous n'aurez plus à lire et relire votre journal pour savoir où aller. Un gentil point vert ou rouge vous indique avec précision le PNJ, l'objet ou le lieu avec lequel interagir pour continuer. Comme je l'ai dit, j'ai pas tranché. Ça me paraît être une feature évidente dans un jeu qui appelle à être aussi grand public et avoir une simple boussole laisse quand même assez de marge d'exploration. Au-delà, c'est vraiment ma limite, allez pas me foutre des traînées lumineuses de merde là. Pareil, en lieu et place des points de voyage rapides payants de Morrowind, ici vous n'avez qu'à accéder à la map pour vous téléporter gratuitement sur un lieu que vous avez déjà découvert. Alors dans les faits, bon, ça pourrait aller si littéralement toutes les villes n'étaient pas déjà accessibles dès le début du jeu, surtout avec un aussi beau world design. Quel dommage de pas pousser le joueur à genre faire le trajet au moins une fois. Mais tous ces défauts, à part l'équilibrage aux fraises peut-être, en deviennent presque secondaires au regard des gigantesques qualités du jeu. Ce monde vivant, étrange, émergent, nerveux et formidablement conçu qui prolonge l'héritage de Morrowind malgré ses limitations techniques et un manque de focus sur son propre lore. Je ne ferme pas les yeux là-dessus. Pointer du doigt les manquements d'Oblivion par rapport à ceux de Morrowind est aisé, surtout aujourd'hui, mais ses grandes réussites n'ont pas à rougir face à son grand frère. C'est un grand jeu, une marque indélébile dans l'histoire du jeu vidéo et qui a su forger le joueur que je suis aujourd'hui. Oblivion est un immense succès commercial qui marque profondément la presse et les joueurs, n'ayant jamais vu une proposition de cette envergure sur console, d'autant plus tirant parti de toutes ses capacités. Si les fans de Morrowind demeurent assez déçus par la réduction des possibilités et l'univers plus convenu, Oblivion est un immense succès populaire, un maître étalon graphique et de monde ouvert qui s'écoule à plus de 9,5 millions de copies, toutes plateformes confondues. Le jeu écope même de meilleures notes dans la presse que Morrowind, et les prix consacrant Oblivion jeu de l'année 2006 pleuvent alors. Le pari de Bethesda est ainsi réussi et la société rentre assez largement dans ses frais malgré la réévaluation à la hausse du jeu par l'ESRB, oui c'est le PEGI américain. Cependant, Bethesda Softworks, donc l'éditeur, désire faire un peu plus de profit en tirant parti d'une nouvelle fonctionnalité de la Xbox 360 ou en tout cas de sa démocratisation. Vous l'attendiez, hein? Non? Eh ben voici venu le temps. Des microtransactions. Le Xbox Live Marketplace, ce grand magasin en ligne intégré à la console de Microsoft, est une véritable mine d'or pour les éditeurs. Il permet de vendre à petit prix, plus ou moins, du contenu supplémentaire appelé DLC et à ajouter à un jeu. Ainsi, dès avril 2006, Bethesda Softworks décide de réintégrer un contenu coupé du jeu à sa sortie, à savoir la présence d'armure pour les chevaux, simple élément esthétique pour pimper son canasson au doux prix de 2,50$. Aujourd'hui, on est assez habitué et on trouverait presque ça pas excessif, mais dites-vous qu'à l'époque, le tollé a été immédiat chez les joueurs, surtout sachant que Morrowind proposait ses plugins gratuitement. Bon, Todd Howard explique aujourd'hui que Bethesda aurait adoré vendre ce DLC moins cher, mais que Microsoft ne permettait pas de descendre sous ce prix minimal. Ouais, allez, à d'autres. Les forums sont envahis de commentaires, de mécontentement et la démarche est largement dénoncée, mais le DLC se vend malgré tout extrêmement bien, et par centaines de milliers de téléchargements. D'autres DLC sont ainsi vendus sur les différentes plateformes, comme de nouvelles maisons à habiter, tours de sorciers et bateaux pirates, et de petites quêtes supplémentaires. Ah, et d'ailleurs, j'ai pas fini avec les jeux mobiles. Et oh, ça va, on est en 2006 maintenant, genre les téléphones ils ressemblent à ça, c'est mieux non? Bon, dans tous les cas, en parallèle du pharaonique développement de Oblivion par Bethesda Game Studios, Virtual s'est penché sur une adaptation mobile du jeu, à nouveau en Java 2, comme pour Stormhold et Dawnstar. Alors bon, hâte de parcourir les vastes plaines de Cyrodiil, rejoindre des tas de guildes et combattre Mérune Dagon sur un jeu de quelques kilooctets. Alors, allumons notre téléphone cellulaire et lançons The Elder Scrolls. Oui, ça porte à peine à confusion.
Le choix de The Elder Scrolls Travels Oblivion pour adapter ce 4e opus est ainsi de transformer le grand monde ouvert de Cyrodiil en un hack and slash des plus rudimentaires. Place donc à une vue isométrique et un scénario qui suit la trame du jeu dans les grandes lignes, à la différence que notre personnage il a de vraies répliques. Alors j'adore la vue isométrique, pas de souci là-dessus, mais sur un téléphone à 9 touches, comment je me déplace en fait? Et puis les ennemis peuvent me frapper depuis d'autres tableaux. Et puis je peux vous dire que c'est pas le jeu le plus reposant de la licence. Genre, regardez les dégâts que fait le poison. Allô? Je peux m'amuser en fait? En vrai, pour le support, les backgrounds sont assez jolis et la prouesse technique est encore là, le jeu ayant une durée de vie sympa et des environnements variés. Mais entre le gameplay rustique et immaniable et la quantité phénoménale de 4 sprites d'animation, ça fait de ce Oblivion au rabais un jeu pas si intéressant. Franchement, quitte à faire un Elder Scrolls rudimentaire, un bon vieux dungeon crawler faisait parfaitement l'affaire. Et cet entre-deux ne m'a pas paru être si pertinent. Bon, la sous-licence The Elder Scrolls Travels n'a pas l'air de vraiment trouver son public, d'autant plus avec des jeux pour mobile assez rudimentaires, et Bethesda Softworks assigne un développeur externe, Climax Studios, à un second portage d'Oblivion, mais cette fois-ci sur la PlayStation portable de Sony, j'ai nommé la PSP. Le jeu devait faire traverser une dizaine de niveaux avec une histoire parallèle à la quête principale d'Oblivion, le tout avec un gameplay inspiré de Metroid Prime. Visiblement, Climax Studios entre dans des difficultés financières et le projet Elder Scrolls Travels Oblivion pour la PSP est abandonné, même si une version du jeu était quasi complète, elle est d'ailleurs dispo en ligne pour les plus curieux. Du côté de Bethesda Game Studios, il n'est d'abord pas prévu de faire la moindre extension à l'image de Tribunal et Blood Moon pour Oblivion, le modèle choisi par l'éditeur pour ajouter du contenu étant clairement de l'ordre du DLC, bien plus rentable que les extensions. Bethesda travaille tout de même sur un gros DLC qui accompagnerait la sortie du jeu sur PlayStation 3, promettant une toute nouvelle faction nommée Knights of the White Stallion. Cependant, le DLC commence à gagner en ambition et son développement en quelques mois profite de l'écriture de Michael Kirkbride, revenu rédiger de nouveaux livres et de nouvelles quêtes. L'histoire, qui peut être jouée à n'importe quand dans l'exploration de Cyrodiil, propose aux joueurs d'absoudre ses péchés avant de se mettre en quête des reliques du divin croisé, un chevalier au service des 9 divinités de Tamriel qui devra, dans sa quête, vaincre le terrible Umaril, un ancien roi Aileid maléfique qui compte bien faire son comeback. Ajoutez à ça de nouveaux ennemis, des items et quelques donjons supplémentaires. Il est donc décidé de renommer le DLC Knights of the Nine et d'étendre sa sortie au Xbox 360 et au PC, et finalement de bel et bien en faire une extension dans une belle boîte, incluant tous les autres DLC, et de sortir l'extension moins chère en téléchargement, ce qui n'arrange pas la grogne des joueurs. Ah, et Bethesda rompt son accord avec 2K Games au vu des complications à la sortie d'Oblivion, et décide de coéditer Knights of the Nine et la version PS3 du jeu avec notre Ubisoft national. Toujours est-il que The Elder Scrolls 4 Knights of the Nine est publié le 21 novembre 2006. Knights of the Nine est vraiment à l'image de Tribunal, une extension sans prétention, ajoutant une série de quêtes sans introduire de nouvelles régions. On retrouve un peu de contenu supplémentaire, comme une poignée d'ennemis bien shiny, de nouveaux bouquins à potasser et surtout le set d'armure complet du croisé aux statistiques évolutives et donnant des bonus non négligeables pour parcourir Cyrodiil en toute sérénité. La quête principale suit une route assez classique dans un RPG, activer une série d'hôtels, découvrir un hub, ici le Prieuré des Neufs, rassembler toutes les reliques aux 4 coins de Tamriel entre énigmes, donjons et PNJ qui peuvent nous escorter à volonté, puis un gros final qui tâche avec un boss pas évident. Bon, vraiment la trame casse pas 3 pattes à un fauche clan, c'est vraiment du vu et revu, mais on apprécie un design des quêtes un peu plus varié, et par-dessus tout l'obligation d'explorer la pampa pour retrouver les 9 premiers sanctuaires et ainsi lancer la quête. On va juste donner aux joueurs une vague carte perdue dans l'inventaire et va falloir marcher pour débusquer ces petits hôtels. Ça change des voyages rapides un peu insipides de l'aventure principale. Pareil pour les reliques, il va falloir se montrer assez malin, les énigmes sont simples et efficaces, et mine de rien, on se surprend à compléter l'aventure assez naturellement. Par contre, en une poignée d'heures c'est plié. Quand vous êtes d'un niveau assez haut et que vous connaissez déjà bien la map, cette extension n'apporte pas beaucoup de difficultés. Par contre, ce qui est vraiment appréciable, c'est de retrouver ce focus mis sur le lore, et notamment le panthéon divin de Tamriel. En tant que fan de l'univers de The Elder Scrolls, c'est vraiment plaisant de pouvoir se renseigner plus en avant sur les Aileid, l'importance de Talos et les différentes factions religieuses de Cyrodiil. On n'est pas sur une aventure des plus essentielles, à vrai dire c'est assez oubliable, attendez-vous à un DLC plutôt classique, pas beaucoup plus.
Knights of the Nine bénéficie d'un bon accueil à sa sortie, malgré le cafouillage sur son prix et son histoire d'exclusivité PS3 abandonnée. Assez rapidement, au vu du succès formidable du jeu et de ses nombreux titres de jeu de l'année, on laisse une dernière fois les développeurs s'amuser sur un gros contenu supplémentaire, qui est, cette fois-ci, dès le début, conçu comme une extension. On laisse alors les mains totalement libres aux artistes, et on met un point d'honneur à ne faire que du contenu neuf. Ennemis, quêtes, personnages, et donc aussi une toute nouvelle région. L'extension se révèle donc assez ambitieuse, et prend le nom de Shivering Isles. C'est ainsi Mark Nelson, designer depuis Morrowind, qui prend la tête de cette extension, bénéficiant du travail déjanté du regretté artiste Adam Adamovich, donnant l'identité graphique de tout le royaume de la folie. Visuellement, on revient plus ou moins à la patte graphique de Morrowind avec un univers barré et des quêtes où les designers peuvent céder à toutes leurs exubérances, notamment au niveau du bestiaire. Ah oui, ça c'est une jolie bête. De la même manière que Knights of the Nine, Shivering Isles est une aventure pouvant être jouée n'importe quand dans la quête principale grâce au système de level scaling. La promesse du titre, entrer dans la cour du Dédra de la folie chez Ogorath et en gravir les échelons. Alors j'ai pas trouvé grand chose de plus à dire sur le développement de l'extension, à part ses merveilleux concept art, et donc c'est ainsi qu'est publié The Elder Scrolls 4 Shivering Isles le 26 mai 2007. Pour une extension, Shivering Isles est une sacrée extension. 30 à 40 heures de jeu supplémentaire, une toute nouvelle région avec son royaume de la folie grand, extravagant et jouant cette ambiance entre couleurs pétillantes et bizarreries malsaines. Visuellement, c'est une sacrée claque, un monde qui rappelle les meilleurs designs de Morrowind, avec des monstres absurdes et des nouvelles armes et armures du plus bel effet. Franchement, c'est très inspiré, et la direction artistique arrive à trouver un juste milieu entre l'étrangeté unique de Vardenfell avec l'esprit farfelu et féerique de Oblivion. C'est un régal pour les yeux, surtout qu'on a pas mal d'effets visuels qui en mettent plein les mirettes. Niveau contenu supplémentaire, les régions de Mania et Démentia ont à offrir des tas de nouveaux ingrédients alchimiques découlant de cette faune et de cette flore unique, ainsi que le retour de la création d'armes et d'armures grâce aux minerais d'ambre et de folie à collecter et à mener à la forgeronne du coin. Bon, ça ne corrige pas les problèmes majeurs d'équilibrage de l'opus, toujours aux fraises, et le scaling des très nombreux adversaires des Shivering Isles est particulièrement rugueux. À vous les sacs à PV encore, les coups qui vous étourdissent toutes les 3 frappes, bref, malheureusement on reste en terrain connu. Mais la grande promesse de Shivering Isles, au-delà de cette toute nouvelle région, c'est sa longue, très longue aventure, qui vous mettra au service de Sheogorath, dont le royaume est menacé par la Marche Grise, une apocalypse commandée par le Dédra de l'Ordre visant à détruire l'archipel. À vous donc les intrigues de cour, les donjons, et surtout les très nombreux dialogues complètement absurdes. Quelqu'un a vendu la mèche sur ce coup, on dirait. Qui peut bien vendre des mèches d'ailleurs? Les perruquiers? Les nombreux dialogues. La fourchette pour grosse tête. Oh, où le maître a-t-il mis la fourchette? Nombreux. Je vais calicrater le fadou, vraiment. Vous terratrez. J'espère que vous aimez l'humour un peu random pour pas grand chose. Si parfois les dialogues ont vraiment des éclairs de génie, j'ai trouvé ça la plupart du temps vraiment poussif et au bout de quelques heures, c'est vraiment lourd. Certes, on est dans le royaume de la démence, mais au bout du 19e jeu de mots dans la même interaction, moi ça me fait souffler du nez. À plus tard. Revenez me voir. Sinon, je vous arrache les yeux. Ta gueule. Pour le coup, je crois que c'est juste une question de localisation, car la version originale s'en sort beaucoup mieux de ce que j'ai vu. Fort heureusement, la trame principale sauve largement la donne. On accomplit des quêtes absurdes pour des personnages hauts en couleur. La variété de tons et d'ambiance donne le tournis, et le twist final est vraiment fun. En fait, bon, Shivering Isles, il est dans le panier des extensions les plus réussies, surtout au vu de sa gargantuesque durée de vie sans artifice, une proposition sensiblement différente, si bien qu'on a face à nous quasiment d'un autre jeu. Et j'ai envie de vous dire, ça donnerait presque des perspectives sur ce à quoi pourrait ressembler un Elder Scrolls frais, épique et loufoque, et pourquoi pas, allez, rêvons un peu, un opus à part entière. Shivering Isles est très bien accueilli, comme vous pouvez l'imaginer. La presse et les joueurs saluant ce vent de fraîcheur dans la licence, et plus généralement sa merveilleuse qualité visuelle. Chez Bethesda, toute la batterie technique ayant été créée pour Oblivion et ses 2 extensions est un véritable atout, qui n'attend qu'à être réemployé sur un nouveau projet. Et souvenez-vous, ça tombe assez bien car Bethesda est désormais propriétaire d'une licence de RPG post-apocalyptique à l'humour cynique particulièrement réputé, Fallout. Et dites-vous que chez Bethesda, ça fait bien une dizaine d'années que la seule licence qui maintient le bateau à flot, c'est The Elder Scrolls, et les producteurs désirent au moins assurer les arrières du studio au cas où la licence de fantasy ne s'essouffle. Quoi de mieux alors que de donner un bon coup de jeune à la licence nucléaire d'Interplay en lui faisant bénéficier à travers un 3e opus de tout le savoir-faire de Bethesda en termes de world design, d'écriture de quête et de son sympathique level scaling. Mais ça, c'est une autre histoire.
car en parallèle de la production de Fallout 3, des idées commencent à germer au sein de l'équipe pour une 5e itération de la licence The Elder Scrolls. On imagine alors un monde froid, au parfum épique, car l'univers du jeu entrant dans l'ère 4e, une idée fait frissonner toute l'équipe, centrer le jeu autour d'un retour fracassant, celui des dragons. Le studio ayant consolidé ses acquis et sa cohésion grâce à l'aventure Fallout 3 est d'autant plus prête et doit faire déferler son savoir-faire dans un jeu toujours plus accessible, nerveux et au monde bien conçu, et à la promesse d'aventures absolument inédites. Mais cette ambition a un prix et requiert des sacrifices qui ont toujours un amer goût de mauvais présages. Oblivion est disponible partout, bien que n'ayant pas bénéficié d'autant de rééditions que Skyrim, mais je vous conseille, comme d'habitude, de vous rabattre sur la version GOTY disponible sur GOG, permettant de modder le jeu avec plus de facilité, en plus de profiter de ces 2 extensions et de tous les DLC. Ah, et puisque c'est un jeu Bethesda, vous le retrouverez aussi sur le Game Pass de Microsoft. Comment parler d'Oblivion sans mentionner le monumental projet de mode Skyblivion, encore en développement quand j'écris cette vidéo. C'est un mode bénévole visant à transposer l'intégralité du contenu d'Oblivion pour y jouer avec le moteur et le gameplay de Skyrim. Les avancements sont considérables, le mode a l'air magnifique, les interfaces sont grandement améliorées, ils ont même adapté les mini-jeux de crochetage, bref c'est fou, et ça devrait sortir en 2025. Parmi les tout meilleurs modes pour Oblivion, ce serait une vidéo à part entière, mais jetez un œil à Nerim at Fate's Edge, une des toutes meilleures aventures de l'histoire du modding. Concernant les jeux mobiles, bon courage. Évidemment, le merveilleux monde de l'émulation permet de remettre la main dessus, et je vous conseille le tutoriel de ce bon vieux John Beavers pour faire fonctionner Shadowkey sur vos bécanes. Ça marche encore et retrouvez donc sa vidéo dans les fiches. Toujours est-il que je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette 3e partie de cette rétrospective traitant de la saga The Elder Scrolls. Il y avait un tas de jeux à traiter pour cet épisode, dont un tas de plateformes que je pensais pas toucher une fois dans ma vie. Je sens que le suivant ira pas en s'arrangeant au vu de l'histoire de la licence. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à me plonger et à vous partager ces expériences extrêmement différentes. Un vrai pan de l'histoire du jeu vidéo. J'espère de tout mon cœur que ça vous a plu. La création de cette rétrospective me demande énormément de temps et d'investissement, et en même temps il y a un tas de jeux à tester et de documentation à étudier. C'est pourquoi le meilleur moyen de me soutenir est de faire un tour sur ma page Patreon. Même le plus petit soutien me permet de produire indépendamment ce genre de contenu dont la création ne suit qu'une seule règle, faire des vidéos que j'aurais eu envie de voir. Pour me soutenir, vous pouvez également liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Aussi, n'hésitez pas à glisser en commentaire et raconter votre expérience sur Oblivion et les autres jeux traités dans cet épisode, que vous ayez découvert à l'époque ou non. Les jeux de téléphone, je vous avoue, je suis très curieux. En tout cas, on se donne rendez-vous très vite pour la suite.